Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est un peu les fondements du raisonnement qui me conduit à parler de médiation. Mais je voulais pas parler, juste pour le plaisir de prendre à revers l'attente de Marne, je ne voulais pas parler directement de la question de la médiation, mais plutôt du raisonnement qui fonde une certaine approche, disons, de la question du paysage. Et dans ce raisonnement, enfin pour moi, entre beaucoup, la critique des théories produites par des scientifiques, quelquefois, des historiens de l'art, des philosophes, des architectes, des paysagistes, durant les dernières décennies, à propos du paysage. Et pour présenter mon sujet d'aujourd'hui, disons que d'abord, il faut comprendre qu'au cœur des spéculations dont le paysage a fait l'objet ces dernières décennies, depuis les années, on va dire, 70-80, on trouve l'idée que le paysage ne serait pas un simple donnée perceptible, mais plutôt quelque chose qui serait une manière spécifique de regarder, de voir. Une manière spécifique peut-être de définir l'environnement. Et c'est ce qu'un géographe dont je vais reparler tout à l'heure, qui s'appelle Dennis Cosgrove, géographe anglais, appelle a way of seeing, une manière de voir, une manière de regarder. Et cette manière de regarder serait propre à une période de l'histoire, à certains mondes sociaux et aussi à certaines aires culturelles particulières. C'est cette idée que je voudrais examiner avec vous dans le peu de temps que j'ai, parce qu'en réalité, je pensais avoir un peu plus. Donc, vous m'excuserez s'il y a quelques traversées un peu rapides de certaines questions, mais je crois que tout le monde s'en va bruyamment à 3 heures, on m'a dit, donc voilà, de toute façon, j'espère je vous laisserai aussi un petit temps pour discuter, bien sûr. Donc, si vous voulez, ce que porte cette idée du paysage, c'est la question de ce qu'on pourrait appeler les modalités d'une identification du monde environnant. À quoi identifie-t-on le monde environnant? C'est-à-dire que ce n'est pas exactement la question de comment perçoit-on le monde qui nous environne, mais c'est la question de savoir de quoi avons-nous une perception. C'est-à-dire, pour employer des termes savants qu'emploie cet auteur que vous connaissez peut-être et sur lequel vous vous cassez la tête comme moi, qui s'appelle Augustin Berg, c'est-à-dire ce qu'il appelle, lui, la manière de prédiquer l'environnement. Alors, le prédicat en grammaire, c'est ce que l'on attribue au sujet, ce par quoi on le définit. Par exemple, on dit, je ne sais pas moi, Eric est beau. Le beau, c'est le prédicat. Mais ça le définit d'une certaine manière, c'est son être profond. Mais donc, le problème, c'est exactement celui-là, si vous voulez, qui est au cœur, me semble-t-il, des théories les plus marquantes, peut-être, de ces dernières décennies. Prédiquer donc le monde environnement comme paysage reviendrait à lui attribuer une substance particulière, une essence en quelque sorte. C'est pour ça que ces théories, on pourrait dire de ces théories qu'elles relèvent toutes plus ou moins du substantialisme, c'est-à-dire de la recherche d'une substance du paysage. Le paysage donnerait une substance au monde environnant. Mais en même temps, et c'est là un peu le paradoxe, toutes ces théories sont relativistes, c'est-à-dire que la perception paysagère du monde est en général considérée par elles comme datable, donc assignable à certaines époques, et puis donc assignable à certaines catégories sociales, à certaines donc aires culturelles, etc. Donc, on peut dire aussi qu'il y a une espèce de convergence des théories récentes sur le paysage à propos de ceux que l'on pourrait considérer comme les titulaires ou les propriétaires d'une perception paysagère de l'environnement. Il y a Eric qui me regarde déjà en riant, parce qu'il reconnaît mes thèmes. Cette perception paysagère de l'environnement, pour le dire en quelques mots, elle serait d'abord occidentale. Elle serait urbaine, elle serait élitaire aussi,
elle appartiendrait plus spécifiquement à une élite sociale. En allant un peu plus loin, elle appartiendrait au monde social des spectateurs, celui des classes mobiles, qui regardent le monde avec distance, par opposition au monde des acteurs, ceux qui sont enracinés à la fois dans le fer et dans la terre. Bon, bien sûr, cette manière de voir le paysage n'est qu'un courant de la pensée sur le paysage, courant auquel je m'empresse de dire que dans lequel je m'empresse de dire que je ne me reconnais pas. Mais il faut bien dire que ce courant est le seul à avoir vraiment pris en charge ces dernières années une définition, une spécificité, la question de la spécificité du paysage, la définition de la spécificité du paysage. C'est un courant qui a eu une importance, je crois, très grande dans la construction, ou peut-être la reconstruction du paysage comme objet scientifique, par exemple pour les géographes en particulier, mais pas seulement, mais aussi comme objet de l'action publique, comme objet du projet spatial. Et je crois que c'est cette pensée, cette pensée de toute façon largement essaimée dans le milieu de l'architecture, de l'urbanisme, du paysagisme. Je pense même qu'on pourrait dire qu'elle a fourni à l'émergence, ou à la réémergence, je ne sais pas comment il faut dire, de la profession de paysagiste à partir des années 80 surtout, son socle philosophique légitimement. Et c'est pourquoi je pense utile de vous en parler ici. Je vais adopter pour le faire un point de vue un peu particulier, une traversée, un prisme, disons, sur ces théories, ce qui est celui de l'examen des discours que ce courant de pensée a généré sur la question des origines du paysage, c'est-à-dire sur le moment, mais on va voir que la question du moment est complètement liée à la question du lieu, où émerge cette forme de regard sur le monde environnant. Et on va voir que situer ce moment de l'invention du paysage, pour reprendre une expression dont différents auteurs ont fait usage, cette notion d'invention du paysage, d'émergence d'un regard spécifique porté sur l'environnement. Donc situer ce moment de l'invention, c'est prouver l'irréductible spécificité de cette perception, et c'est en même temps une façon de dire que cette perception n'est pas universelle, que ce n'est pas une évidence, que les hommes n'ont pas toujours regardé leur monde comme paysage. Et c'est donc, en quelque sorte, légitimé par un recours à la preuve historique, une définition du concept même de paysage. Et c'est pourquoi ces théories ont souvent pris la forme de ce qu'on pourrait appeler c'est pour ça que je donnais ce titre à la conférence, mais ce qu'on pourrait appeler des grands récits de fondation du paysage. Vous savez peut-être que ce terme de grand récit de fondation, c'est quelque chose qu'utilisent beaucoup, qu'analysent beaucoup les anthropologues en général. Ces grands récits instituant une communauté, une territorialité, ce sont des grands récits éventuellement mythologiques, cosmologiques, qui racontent l'origine des choses et qui instituent comme telle une communauté ou un territoire. C'est un peu ça qui se passe avec le paysage. La théorie paysagère est aujourd'hui prisonnière de ces grands récits. Ces grands récits des origines. Ces grands récits des origines, ce ne sont pas forcément des récits historiques. Une histoire, c'est un déroulé, c'est des changements, c'est des mutations. La recherche des origines, c'est autre chose. C'est la recherche d'un ancrage, d'une substance, de quelque chose qui précisément instaure une continuité et non pas une discontinuité. Alors, je suis parti de l'idée, dans différentes époques où je travaillais un peu sur ces thèmes-là, comme je suis à l'origine, je sais bien que c'est curieux, mais un spécialiste du XVIIIe siècle, plutôt, et du XIXe siècle, j'étais frappé par le fait que ce que l'on lit aujourd'hui dans ce domaine a déjà été dit, et assez largement même dit, et parfois, j'allais presque dire mieux dit. Autrefois, il y a longtemps, à partir du début du XIXe siècle, ce n'est pas nouveau, en réalité. D'abord, ce qui n'est pas nouveau, c'est l'idée de rechercher l'origine d'un sentiment du paysage ou d'un regard paysager porté sur l'environnement.
Mais vous allez voir que, en fait, ce qui n'est pas nouveau aussi, ce sont c'est aussi le contenu des théories elles-mêmes, de cette émergence du paysage et de ce qu'on fait dire à ce moment de l'origine. C'est en fait dans la première moitié du XIXe siècle que l'on voit apparaître cette manière de construire le paysage et d'essayer de cerner des conditions qui permettent au paysage d'exister. La production théorique, si vous voulez, en la matière, prend déjà à ce moment-là la forme de ces grands récits. Mais des récits qui, tout en disant les origines, dès le XIXe siècle, hein, tout en disant les origines, ces récits regardent à la fois vers le présent et vers le futur, et visent donc à associer, en quelque sorte, la caution de l'origine à une codification des usages contemporains de la notion. Et puis, passé le milieu du XIXe siècle, quelques auteurs ont repris à leur compte cette démarche, ici ou là, à différents moments, avant que ces grands récits ne se remettent véritablement au goût du jour à partir des années 1980. Entre ces deux moments, ces deux grands moments, en gros la première moitié du XIXe siècle et puis des années 80 à nos jours, il y a une coupure quand même tout de même assez nette, en tout cas au sens où les modernes ne lisent pas les anciens. Et où ils n'ont pas conscience donc de s'inscrire dans un champ multiséculaire de spéculation. Autrement dit, ces discours contemporains m'ont paru mérité, si vous voulez, d'être interrogés en tant que réémergence ou en tant qu'actualisation de quelque chose qui avait déjà été dit. Alors, l'intérêt de regarder les choses à cette échelle, de cette façon-là, c'est que ça nous éclaire tout de même sur les enjeux de ce discours contemporain sur les paysages, les enjeux qui sont d'ordre épistémologique, c'est-à-dire qui tiennent à la question du paysage en tant qu'objet de la connaissance scientifique. Ils sont d'ordre philosophique, évidemment, politique aussi. Élargir de cette façon, en quelque sorte, la focale historique aide non seulement à construire la critique des théories les plus contemporaines sur les origines du paysage, mais aussi donc à tenter peut-être à nous aider à dépasser cette approche théorique du paysage et à proposer donc d'autres manières d'aborder cette question, d'autres manières de construire la notion en la délivrant de ce discours qui revient sans cesse sur les origines. Alors j'essaierai d'y revenir si j'ai le temps en conclusion. Voici le plan. C'est un peu long, hein. Vous allez voir, je vais passer très très vite. Hein. Je suis obligé d'aller un peu doucement au début, mais après ça va plus vite. Bon, je vous propose une rapide traversée hein, de ces théories. Ce n'est pas du tout exhaustif, j'ai recensé beaucoup de textes. D'ailleurs, j'ai une bibliographie qui est distribuable, où vous retrouverez les références de ces textes et de différents auteurs à consulter autour du sujet. J'ai retenu ceux qui me paraissent les plus importants, hein, ceux qui ont exercé la plus forte influence aussi. Voilà, alors... D'abord, chronologiquement, comme tout bon historien, je commence par la première moitié du XIXe siècle. Dans la première moitié du XIXe siècle, la question du paysage se pose d'un point de vue bien précis, qui est celui des origines picturales du paysage. C'est-à-dire comment le paysage est arrivé dans les images. Alors, dès cette période, et ça devient une constante par la suite, l'avènement du paysage dans l'art est perçu justement comme la marque, dans l'art, enfin dans les images, disons, est perçu comme la marque d'un tournant majeur dans l'histoire des sensibilités humaines, la marque d'un changement de regard vis-à-vis de, disons, comme on le dirait à l'époque, la nature, le monde environnant. Il y a beaucoup de travaux récents sur l'histoire des théories picturales de l'époque romantique, et ils ont montré que cette question de l'invention du paysage a alors été prise en charge par à la fois des peintres, comme par exemple en Angleterre John Constable, William Turner aussi, mais aussi des philosophes, ou en Allemagne Philipp Otto Runge, qui est un intéressant peintre romantique, mais aussi des philosophes de l'art comme Wilhelm Schlegel, et c'est surtout de Wilhelm Schlegel que je voudrais parler.
Et puis, il y a aussi cette théorie du paysage qui a été formulée par ce qui est sans doute le plus grand savant de la première moitié du XIXe siècle, Alexander Humboldt, ou Alexander von Humboldt, comme vous voulez, sur laquelle je vais m'attarder un peu parce qu'elle est sans doute la théorie la plus élaborée de cette période sur l'histoire, enfin sur les origines d'une perception paysagère du monde. Alors, le problème donc des origines et des développements de la peinture de paysage joue en quelque sorte à l'époque un rôle de légitimation pour un mouvement pictural qui tend à replacer la peinture de paysage au sommet de la création artistique. Et donc à subvertir un ordre, si vous voulez, néoclassique des respectabilités académiques dans le domaine pictural qui opposait au paysage descriptif l'idéal que portait une autre peinture qui était la peinture d'histoire, ce qu'on appelle la peinture d'histoire, qui, elle, raconte quelque chose, qui met en scène des êtres humains, des scènes qui forment, si vous voulez, la substance d'un récit. Et alors, c'est en Allemagne que l'effervescence théorique autour de ces questions a été la plus vive, justement sur fond d'émergence de ce qu'on appelle la Naturphilosophie, la philosophie de la nature propre au romantisme allemand, en liaison aussi avec l'essor d'un sentiment national qui donnait beaucoup d'importance au paysage dans la définition d'une identité germanique. Alors, mais, si vous voulez, il faut bien comprendre que dans le débat auquel le paysage donne lieu à cette époque, il y a le discours historique tient une grande place, ou la recherche des origines, mais ce qui est en question, si vous voulez, c'est le lien qui est établi entre la forme de perception et de sentiment que serait le paysage et la naissance de ce qu'on appelle dans la littérature de l'époque un homme nouveau, qui entretient un nouveau rapport avec la nature, qui est destiné à renouer avec cette nature dont on avait perdu l'évidence sensible, en quelque sorte. La simple vérité. Et en Allemagne, donc, ce discours sur le paysage, même s'il fait appel à l'histoire, est essentiellement prospectif, programmatique. Il s'agit de donner, d'ouvrir grand la voie à un art nouveau, et en même temps que cet art nouveau, à un homme nouveau. Alors, c'est autour de cette vision-là que... donc, c'est déjà mon deuxième point, mais c'est autour de cette vision-là que s'ordonne, si vous voulez, la théorie des plus développées de cette période, qui est celle de August Wilhelm Schlegel, un des grands fondateurs du mouvement du romantisme allemand. Alors, je la résume de façon très rapide. Schlegel part de l'idée que l'homme a divorcé, notamment en s'urbanisant. Il a divorcé de la nature, définitivement divorcé de la nature, en quelque sorte, au sens où vraiment une coupure très nette s'est instaurée entre l'homme urbanisé et elle. Et cela a amené les êtres humains, à travers le temps, à utiliser le paysage comme une espèce de succédané de la nature. C'est-à-dire que longtemps, la peinture de paysage aurait permis de représenter l'absent, en quelque sorte. Alors, il cite en Hollande ces murs peints sur lesquels on représente des arbres qui n'existent plus dans l'environnement réel. Mais, dit Schlegel, cette façon d'utiliser la peinture de paysage correspond à une vision qu'il a qualifiée de frivole de la nature. Et loin de favoriser, si vous voulez, la découverte de cette nature, sa mise à distance par les hommes a donné en quelque sorte naissance à une vision mutilante, aseptisée de la nature. Et le problème de Schlegel est de savoir comment le peintre moderne donc peut dépasser cet état des choses. C'est-à-dire peut cesser de se complaire dans le spectacle de ce qu'il appelle
selon l'expression latine consacrée, la natura naturata, c'est-à-dire la nature en tant que collection d'objets et d'êtres autour de nous, pour atteindre une autre nature. Cette autre nature, c'est ce qu'il appelle, après d'autres, après Spinoza en particulier, natura naturans. La natura naturans, c'est la nature, non pas en tant qu'état des choses, mais en tant que force créatrice. Et Schlegel dit que rien dans le spectacle de la nature autour de nous ne peut nous permettre d'accéder à cette nature-là. Elle est en quelque sorte absente du spectacle et il faut s'efforcer de l'y faire revenir. Alors, comment faire? Ben justement, il revient à l'artiste de faire revenir cette nature dans le spectacle perceptible. Comment fait-il? Eh bien, il peut très bien, et c'est d'ailleurs ce que représente ce petit dessin d'un peintre romantique de l'époque, Caspar David Friedrich, il ne lui sert pas à grand-chose d'ouvrir les yeux sur le monde. Il faut au contraire qu'il s'enferme en lui-même. Que l'homme retourne vers une intériorité en quelque sorte profonde, qu'il oublie le monde autour de lui. C'est ça, c'est le portrait à la visière, vous voyez. Bien sûr, on ouvre un œil sur le monde, on est obligé de le faire. Mais en fait, il faut toujours avoir un œil caché, un œil qui va vers l'intérieur. C'est par l'intermédiaire de cet œil intérieur qu'on va accéder à ce qu'est véritablement la nature, cette natura naturans, cette force créatrice universelle. Et pourquoi évidemment, c'est une question d'ascèse artistique. Mais pourquoi cette ascèse peut-elle aboutir? Parce que, dit Schlegel, qui est un humaniste, parce qu'au fond, quelque chose n'a pas changé. C'est que l'homme est toujours un microcosme. C'est-à-dire qu'il est toujours, en lui-même, en ses forces les plus profondes, un reflet du cosmos. Et qu'en rentrant très profond autour de lui, il retrouvera ce reflet. Il renouera ce lien intérieur, donc, avec le cosmos. Et c'est cela qu'ensuite il doit projeter sur la toile. C'est par ça qu'il doit créer. Par ce mouvement de retour vers l'intérieur, il va pouvoir créer des œuvres qui restitueront ce que l'environnement vu directement n'est pas capable de restituer. Et par conséquent, cette ascèse artistique va permettre de produire des œuvres qui vont jouer le rôle de trait d'union, en quelque sorte, retrouvé entre ces populations, ces hommes qui ont divorcé de la nature, et puis cette nature naturante, comme on dit, c'est-à-dire cette nature, cette puissance cosmique avec laquelle on avait complètement perdu le contact. Il revient donc à l'artiste d'être le médiateur par des œuvres représentant des paysages en quelque sorte intérieurs, qui va permettre au spectacle de notre environnement perceptible de réaccueillir, via ces œuvres, via le prisme qu'elles proposent au regard, de réaccueillir donc cette nature cosmique. Alors, c'est relativement à ça qu'il faut comprendre cette phrase qui est célèbre d'ailleurs de Schlegel. Le paysage en tant que tel n'existe que dans l'œil de son spectateur. Ce n'est pas de la part de Schlegel une apologie de la subjectivité, pas du tout même, parce que Schlegel pensait que les scientifiques eux-mêmes avaient leur rôle à jouer dans ce processus finalement de reconstruction d'un environnement qui accueillerait la nature, mais c'est plutôt l'idée qu'il faut donc rentrer au-dedans de soi-même et que pour pouvoir en ressortir avec un œil neuf qui véritablement est capable de saisir la nature dans l'environnement perceptible. D'où aussi tous ces tableaux de Friedrich qui se ressemblent souvent beaucoup, où l'on voit des personnages de dos qui regardent un paysage que l'on ne voit pas très bien, ou que l'on ne voit pas du tout. Alors, je vais vite, mais je passe à mon auteur préféré, Alexandre von Humboldt, qui, lui, alors, est l'auteur d'une théorie dont on peut dire qu'elle est désastreusement méconnue sur le paysage. Théorie qu'il a formulée dans différents ouvrages, mais surtout dans son dernier, son espèce de
on a l'habitude de dire son testament scientifique, hein. Qui s'appelle Cosmos. Alors, d'ailleurs, voici la page de garde et voici un petit portrait de Humboldt, un explorateur de l'Amérique, du continent américain. Il était célèbre, entre autres, pour ça, durant son existence, pour cette fameuse remontée de l'Orénoque en particulier, et son escalade de la montagne Chimborazo, que je vais vous montrer dans un instant. Alors, ce n'est pas tellement facile d'expliquer la théorie de Humboldt en quelques mots, mais je me lance. Humboldt est vraiment celui qui a donné un peu l'archétype qu'on retrouve parfaitement aujourd'hui, hein, d'un récit des origines du paysage, au sens, en particulier autour de cette idée que les images, la peinture, les images en général et l'art en général peut être le témoin privilégié, en quelque sorte, de l'émergence en Occident d'un sentiment du paysage, d'une vision paysagère du monde. Alors, même si tous les éléments de son récit n'ont pas été retenus par la suite. Alors, je fais court. Pour Humboldt, il y a deux grandes étapes dans l'émergence d'un sentiment du paysage. La première, ça surprend, mais la première pour lui, c'est l'arrivée des Européens sur le continent sud-américain. À ce moment-là, les Européens sont confrontés à un paysage absolument exceptionnel, qui n'a pas d'équivalent sur Terre, celui de la cordillère andine. La cordillère des Andes, dans laquelle il a voyagé lui-même, il est monté à 5300 mètres sur le volcan Chimborazo. C'est une image très connue en histoire des sciences. C'est une image qui montre le volcan, avec, vous voyez, avec son détachement de la végétation, jusqu'à la limite des neiges permanentes, avec à droite le nom des plantes qu'il a rencontrées en cours de route. Et puis, de part et d'autre, un tableau dans lequel sont notés tous les déterminants possibles de cette organisation du paysage végétal sur le versant du Chimborazo, y compris la transparence de l'air qu'il mesurait avec ce qu'on appelait un cyanomètre, un instrument qui mesurait le bleu du ciel. Et donc, quand les Européens, selon Humboldt, arrivent devant ce spectacle de la montagne tropicale, d'une montagne tropicale qui monte très très haut en altitude, à ce moment-là, ils ont devant les yeux un spectacle qu'on ne voit pas ailleurs. C'est-à-dire qu'en un seul coup d'œil, dans un seul paysage, ils peuvent voir l'organisation de l'ensemble de l'espace terrestre, l'organisation naturelle de l'ensemble de l'espace terrestre, c'est-à-dire qu'ils sont dans le désert et ils voient le pôle avec tous les éléments de stratification qui mènent de l'un à l'autre. Tout ça dans un seul paysage. Et Humboldt dit, au fond, les Occidentaux, les êtres humains, pas les Occidentaux, les êtres humains avaient toujours eu, plus ou moins, l'intuition d'un ordre du paysage terrestre. Ils avaient eu plus largement l'intuition d'un ordre cosmique en regardant les étoiles. Cette intuition qu'il existe dit-il, ce sont ces termes, une connexité généralisée dans l'univers. On dirait aujourd'hui une interrelation entre les êtres vivants et leur milieu. Lui, il parle de connexité. C'est cette connexité qui fait le cosmos. On en avait eu toujours l'intuition. Mais quand on arrive au pied du Chimborazo, c'est plus une intuition, c'est une concrétisation. C'est-à-dire que là, tout d'un coup, cet ordre devient visible. Pour la première fois, l'ordre du cosmos dont on avait l'intuition se concrétise. Il est là, sous les yeux des gens. Et ça, c'est une espèce de choc du point de vue de Humboldt. C'est le choc que lui-même a ressenti, finalement, en allant dans les Andes. Mais ça a été, pour lui, le moment où l'humanité occidentale, l'humanité européenne, disons, a commencé à prendre ses distances avec le reste de l'humanité, a commencé à être capable de concrétiser, en quelque sorte, ce sentiment obscur de l'unité du cosmos, de la connexité de ce grand tout que nous habitons. Et donc, ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est l'émergence de la science moderne. C'est-à-dire, c'est ce moment où, à partir du XVIIe siècle, de Galilée, Descartes, etc., se met en place ce qu'on appelle d'habitude le principe de la distanciation objectivante, c'est-à-dire l'idée que le sujet doit prendre sa distance avec
l'objet qu'il étudie, précisément pour que cet objet devienne vraiment un objet et non pas un reflet de ce sujet lui-même. Et Humboldt pense qu'au XVIIe siècle en particulier, qui a été pour lui un des grands siècles de l'art du paysage, avec la peinture de Lorrain, de Poussin, etc., il dit ce n'est pas par hasard, c'est parce que c'est le siècle de la distanciation objectivante, et parce qu'à partir de ce moment-là, à partir du moment où la science moderne s'est définie comme méthode, en quelque sorte, comme regard, à partir de ce moment-là, ce qui a compté, c'est la recherche des lois qui organisent le cosmos. Ce n'est pas seulement l'inventaire des êtres et des choses, mais c'est le fonctionnement que l'on était capable de traduire, notamment dans le domaine de l'astronomie, de la physique, en formules mathématiques. Et puis, dit-il, la science est un peu retombée dans le descriptif. Alors, il fait allusion à la science de son temps, à l'histoire naturelle du XVIIIe siècle en particulier, celle de Buffon, Linné, etc. Celle, vous savez, gouvernée par le principe de la description et de la classification, c'est-à-dire c'est le moment où on fait les grandes classifications des végétaux, des animaux, etc. Je renvoie à Linné. Bon. Et là, on est retombé en quelque sorte dans une science très descriptive qui ne recherche plus les lois, mais qui simplement fait l'inventaire des caractères des êtres naturels. Et puis, je suis arrivé, en quelque sorte, Humboldt est arrivé, la science de son temps s'est constituée, c'est-à-dire celle qui commence à s'amorcer, disons, à amorcer la grande mutation dont parle un auteur que vous connaissez bien sûr, qui est Michel Foucault dans Les mots et les choses, surtout, c'est-à-dire ce qui s'est passé à l'extrême fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe siècle, où tout à coup, où un processus qui a pris finalement relativement peu de temps, amène la science à basculer de nouveau vers une vision de la nature qui est véritablement beaucoup plus axée sur une recherche des causalités, sur un intérêt porté aux interrelations entre les êtres et les choses, et surtout, et tout cela étant coiffé par une dimension historique. C'est-à-dire que tout d'un coup, on est capable de réinscrire la nature dans une histoire qui n'est pas, comme on dit dans l'histoire naturelle, une simple description, mais qui est la recherche véritablement de processus qui ont engendré ce qui est aujourd'hui autour de nous. Et en renouant avec cette vision historiciste, en quelque sorte, de la nature, la science a renoué, en quelque sorte, avec cette grande idée d'un cosmos dans lequel tout est lié, du grand tout lié cosmique, en quelque sorte, et avec la volonté de dénouer ça. Et alors, Humboldt dit, à partir du moment où la science était capable de formuler des lois qui organisent, de repérer des lois qui organisent cette connexité des phénomènes. Alors, ce que nous voyons autour de nous, c'est-à-dire non pas les choses les unes après les autres, mais les choses ensemble, les voisinages entre les éléments, tout cela a commencé à prendre sens, à s'éclairer, à devenir le signe ou la trace de quelque chose qui s'était passé. Une lecture du paysage est devenue possible. Et donc, c'est une mutation, si vous voulez, épistémologique, une mutation des objectifs de la science, de ces méthodes, qui explique l'émergence d'une vision paysagère, ou ce qu'il appelle l'accession au temps du paysage, qui pour lui est le moment où cette lecture des connexités devient possible, et où l'homme occidental est capable véritablement d'interpréter les traces, les signes qui sont rassemblés dans son environnement. Alors, et donc là, pour lui, c'est aussi, début du XIXe siècle, la grande éclosion de la peinture romantique de paysage, vraiment l'émergence d'un art qui reconnaît dans le paysage, finalement, le sujet par excellence de l'art. Voilà donc, si vous voulez, pour un tableau rapide, trop rapide mais bref, de ces théories romantiques, et bien sûr, j'en passe certaines, mais je crois que ce qui est vraiment très, très clair, c'est que ce grand moment, j'en oublie beaucoup, bien sûr, je ne parlais que de deux, mais ce grand moment des grands récits paysagers, qui a été le premier de la première moitié du XIXe siècle, ce grand récit des origines du paysage, on voit très bien comment ce genre philosophico-littéraire des grands récits paysagers est complètement lié à l'illustration, à la théorisation, à la légitimation aussi
d'un tournant épistémologique, c'est-à-dire d'une certaine façon de comprendre, on pourrait dire, la connaissance de la nature, mais aussi peut-être de comprendre le rôle du regard, c'est-à-dire comment on voit très bien comment ces grands récits paysagers sont liés à une certaine mutation de ce qu'on pourrait appeler la vision de la vision. Et ça, c'est un phénomène qui est essentiel. Je crois que c'est vraiment à partir de ce moment-là qu'émerge ce qu'on pourrait appeler la figure de l'observateur, avec un grand O peut-être. C'est-à-dire de celui qui est capable de regarder le monde en le décryptant, d'en construire une lecture et en même temps d'en extirper la beauté. Et qui, pour ce faire, doit mobiliser des pouvoirs que tout le monde n'a pas. Ça peut être l'artiste, ça peut être le scientifique. Et au XIXe siècle, c'est à la fois l'un et l'autre. Mais c'est un expert du regard, en tout cas. Cet expert du regard, il est savant, il est artiste, il est occidental, il est urbain, il a le recul de l'urbain sur la campagne. Voilà, les choses sont posées. Les titulaires de la perception paysagère sont là. C'est ça, ce sont les observateurs. Et tout un tas d'institutions, par la suite, vont se construire autour de cette figure de l'observateur. Par exemple, j'en prends qu'une. Ouais. Je ne parle pas des institutions scientifiques, des disciplines. La géographie, par exemple, se construit tout entière pendant presque 2 siècles autour de la figure de l'observateur. Le géographe, c'est l'observateur par excellence. Mais aujourd'hui, mes amis paysagistes sont des observateurs par excellence, des véritables experts de la sensibilité, du décryptage des formes. Une institution, la protection des paysages. On a commencé à protéger le paysage à la fin du XIXe siècle. À mon avis, justement, parce qu'on ne savait plus le voir, mais enfin, bon, peu importe. Mais à la fin du XIXe siècle, quand on crée en Allemagne, en Angleterre, ou un peu plus tard en France, quand on crée les commissions des sites qui vont protéger les paysages un peu partout, qui c'est qui est au cœur de ces commissions des sites? Des observateurs, des gens qui répondent exactement à ce schéma qui a été donné dès le début du XIXe siècle dans les grands récits paysagers. Donc, si vous voulez, il y a là un moment vraiment très fort qui pèse encore beaucoup sur nous, comme le montre d'ailleurs ce qui s'est passé par la suite. J'ai oublié de passer le titre, mais enfin, c'était ça. La forme d'interprétation de l'émergence du paysage qu'a donné l'époque romantique a traversé le temps, au sens où elle a donné finalement l'armature des théories ultérieures. Je prends juste un exemple. Au début, dans les années 30, un sociologue, donc on peut aussi qualifier d'historien, Norbert Elias, a écrit un livre qui s'appelle La société de cours. Alors, on y retrouve vraiment cette idée vraiment forte de l'époque romantique, qui est que le paysage s'institue, devient tel, dans le double mouvement contraire, donc, d'une rupture avec la nature, d'une cassure, et d'un retour vers elle. Alors lui, il prend l'exemple de l'attrait irrésistible qu'exerce sur la noblesse du début du XVIIIe siècle, noblesse composée d'aristocrates que Louis XIV avait attirés à sa cour, donc de l'attrait irrésistible qu'exercent tout à coup leurs domaines ruraux. Et la manière dont, du côté de la fin du règne de Louis XIV et juste après, et à un moment donné, le carcan de la cour se desserrant, ils ont pu revenir chez eux. Et Norbert Elias analyse leur réaction et la manière dont ils regardent leurs domaines ruraux après s'en être tant éloignés. Et autrement dit, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que cet espace-là, qui était pendant des siècles un espace vécu au quotidien, est devenu, pour cette noblesse, donc un paysage
sur lequel on projette des rêves qui sont nourris par les poètes, les peintres de l'idylle, de l'églogue, etc. Autrement dit, le lieu, naguère familier, s'est métamorphosé en un spectacle à contempler. Cette idée-là, elle traverse toute la littérature. Il y a un texte formidable, je vous conseille, je n'ai pas le temps d'en parler, mais je vous le conseille, c'est un texte du poète pragois Rainer Maria Rilke. Je ne sais pas si vous le connaissez, les profs, là, non? Sur le paysage, ça s'appelle. C'est paru dans ses œuvres complètes qui ont été publiées et bien traduites d'ailleurs au Seuil en 1966. C'est un texte d'une trentaine de pages dans lequel on retrouve cette idée vraiment de cette distanciation, cette rupture totale avec la nature qui est nécessaire à l'émergence du paysage, et en particulier de la peinture du paysage. Mais alors là, c'est une espèce de vision post-darwinienne, où la nature fait peur. Parce que quand on regarde un peu en arrière, on se rend compte qu'on descend de monstres horribles. Et que rien que cette idée-là nous amène à une rupture totale avec la nature. Il a fallu donc dire qu'on regarde vraiment la nature comme un pur objet, qu'on la mette dans la plus radicale distance qui soit, pour qu'elle commence vraiment à nous parler autrement, à nous tenir un autre langage. Et ce langage est précisément celui du paysage. Il disserte beaucoup à propos de Léonard de Vinci. Alors, c'est dans ce même cadre, si vous voulez, d'interprétation qui prolonge celui qu'on avait construit à l'époque romantique, que se développent donc les grands récits paysagers contemporains, c'est-à-dire à partir des années 80, et notamment tout un courant dans ces récits qui est surtout porté par l'histoire de l'art, par la philosophie esthétique. Au fondement de ce courant-là, il y a cette vision de l'avènement du paysage, de l'association, enfin cette association étroite du sentiment auquel on assimile le paysage à sa révélation artistique et donc picturale, donc rien de nouveau. Il y a aussi un processus de distanciation, rien de nouveau toujours, mais un processus de distanciation qui peut se lire à travers un processus d'épuration du regard, c'est-à-dire d'autonomisation de la perception à l'égard de toute détermination qui serait liée à la familiarité avec la chose perçue, au vécu qui est uni à la chose perçue aussi, ou à ce que l'on peut connaître de cette chose par la médiation de savoir constitué. Alors c'est ça qui nous amène à ce que j'appelle le paradigme gombrichien. Gombrich est un célèbre historien d'art du XXe siècle, un des plus connus, un des plus célèbres. Et il se trouve que c'est dans un essai de Gombrich, justement, qu'il a consacré en 1953 donc, à ce thème de l'essor du paysage et de la théorie artistique à la Renaissance. C'est là qu'il faut chercher le texte de référence majeur, sans doute, auquel vont s'alimenter les spéculations contemporaines sur les origines du paysage et du sentiment paysager. Alors, ce texte donc, présente le scénario très largement repris par la suite de l'émergence d'un pur paysage peint, c'est-à-dire un paysage représenté pour lui-même dans la peinture. Et ce pur paysage peint, Gombrich pose en quelque sorte à la fois son existence, qui n'est pas si évidente que ça, et sa pertinence aussi, en tant qu'objet historique majeur. Alors, ce que fait Gombrich, c'est qu'il promeut l'idée, qui était déjà présente d'ailleurs chez Rilke, chez les théoriciens de l'époque romantique aussi, que la représentation picturale est antérieure à l'appréciation esthétique du spectacle de la nature. Alors c'est ce qu'il dit dans la petite citation, quelle est aussi d'ailleurs, c'est la représentation picturale, la condition de possibilité de l'appréciation esthétique du spectacle de la nature. Alors que l'on considère d'habitude
que la découverte du monde est le principal motif qui explique l'essor de la peinture de paysage, nous avons presque envie de renverser la formule et d'affirmer l'antériorité de la peinture sur le sentiment du paysage. Donc, sur cette base, donc, c'est au processus même qui a permis l'émergence d'une peinture purement paysagère qu'on a eu tendance à assimiler ce qui permet au sentiment du paysage lui-même d'émerger. L'idée aussi de Gombrich, c'est qu'il y a dans ce processus une libération à la fois des peintres et de ceux qui regardent le spectacle de la nature à travers le prisme de la peinture. Il y a une libération de tout ce qui pouvait entraver un rapport direct avec les choses elles-mêmes, c'est-à-dire de tout ce qui pouvait s'interposer entre le sujet regardant et le spectacle de cette nature, les dogmes religieux cristallisés, si vous voulez, en des codes iconographiques, ou autre chose, des savoirs aussi, des savoirs scientifiquement constitués, qui pourraient s'interposer, si vous voulez, empêcher cette saisie, en quelque sorte, des choses mêmes, cette saisie directe, cette pure saisie du monde auquel on identifie, à partir de Gombrich surtout, le sentiment du paysage. Autrement dit, je cite d'ailleurs un historien de l'art américain, on aurait affaire à un mouvement progressif en direction d'une épuration du champ visuel qui amènerait donc à se saisir de la simple présence des choses. Autrement dit, c'est un processus de dessillement, si vous voulez, de l'homme occidental qui se serait montré à un moment donné enfin capable, par la médiation de la peinture, de jouir du spectacle du monde dans lequel il vit. Alors ce scénario-là, il a été repris et vulgarisé par un auteur que vous connaissez sans doute, qui est Alain Roger. On le connaît moins aujourd'hui, c'est un peu tombé depuis quelque temps, mais moi quand j'ai commencé à m'intéresser au paysage dans les années 80, c'était Roger, c'était quand un sous-préfet faisait un discours sur le paysage, il citait Alain Roger. C'était vraiment quelqu'un qui avait... Et alors, donc, il a écrit une synthèse un peu de ses idées dans un livre qui est paru en 1997 qui s'appelle « Le court traité du paysage ». Et alors, il lui est revenu vraiment de reprendre l'idée de Gombrich et de la développer. Alors, à travers ce qu'il a appelé sa théorie de l'artialisation. Alors, je vais vite. Pour lui, le paysage est institué par une artialisation. Il y en a deux, en fait, d'artialisation. Il y a une artialisation qu'il appelle in visu, c'est-à-dire celle qui est donnée par, justement, cette capacité qu'ont certains à regarder le monde à travers les œuvres d'art, à travers le prisme des œuvres d'art. Les peintres, notamment, ont cette capacité à artialiser le monde et à donner, en quelque sorte, à rendre possible une lecture esthétique, une vision esthétique de ce monde. Et puis, il y a ce qu'il appelle l'artialisation in situ, c'est-à-dire, en gros, l'art du jardin, pour lui, qui est l'artialisation directe sur le terrain même, l'action sur le terrain, qui va permettre de transformer, comme il le dit, le pays en paysage. C'est-à-dire de passer au stade d'une possible perception esthétique. Et puis Roger reprend tout le scénario de l'émergence du paysage à partir de la Renaissance, en s'alimentant beaucoup des idées de Gombrich. Donc l'émergence du paysage chez les peintres flamands du XVe, du XVIe siècle. Voilà. Donc il montrait toujours dans ses conférences ces deux images de Patinir, peintre flamand du tout début du XVIe siècle, qui représentait le repos pendant la fuite en Égypte à gauche, et puis quelques années plus tard, l'extase de Marie-Madeleine. C'est à peu près le même paysage, la même structure, tout est pareil, mais le personnage a disparu, il n'y a plus d'histoire, il n'y a plus de récit, il n'y a plus de religion, il n'y a plus rien. Donc c'est du paysage. Donc c'est du paysage, c'est le pur paysage que cherche Gombrich. Donc, ça, c'est l'artialisation in visu. Là, voilà, c'est le processus qui mène à la peinture à être capable d'artialiser le monde, d'artialiser l'environnement perceptible. Et puis, on trouve chez Roger aussi des idées qu'on retrouve un peu chez Rilke beaucoup plus tôt. Donc, j'ai oublié de vous donner la date de Rilke, c'est de 1900 pile.
Donc l'idée aussi que le paysage n'appartiendrait pas du tout à l'indigène. Alors lui, il dit souvent le paysan aussi, celui qui arrive à la terre, celui qui utilise les ressources du territoire, mais qu'il appartiendrait nécessairement à celui qui a du recul, celui qui est capable de regarder le paysage avec de la distance et surtout sans aucune préoccupation utilitaire, mais aussi sans aucune préoccupation du point de vue de la connaissance, puisque Roger dit nettement que le paysage ne supporte pas la charge que lui donne le scientifique, le savant, ne supporte pas que s'interposent entre le regard et les choses des savoirs constitués. Alors, l'ontologie paysagère de Berck et d'Escola, le scénario proposé par Roger suppose le savant purement et simplement inapte au paysage. Ce n'est pas l'idée qu'a développée Augustin Berck, grand théoricien contemporain du paysage, dont vous pouvez trouver les ouvrages, je vous en montrerai tout à l'heure. Au contraire, l'idée de Berck, c'est que, je la résume rapidement, c'est qu'au fond, le processus qui a donné naissance au paysage en Occident, le moment où ça s'est passé pour lui, c'est aussi, comme pour les autres, la Renaissance, c'est l'émergence de la modernité, c'est le début de l'époque moderne. Et pour lui, ce début de l'époque moderne est caractérisé précisément par l'apparition progressive, mais qui se concrétisera surtout à partir du XVIIe siècle, de la science moderne et de ce qu'il appelle le paradigme moderne classique, c'est-à-dire en fait de ce processus qui amène à concevoir que le fondement de la connaissance réside dans la distanciation, dans la prise de distance avec le monde. Et alors Berck dit, au fond, ce qui s'est passé, c'est que dans un premier temps, ce processus de distanciation, on le trouve non pas chez les scientifiques, mais dans l'art, c'est-à-dire dans la peinture. Ce sont les peintres de la Renaissance, les mêmes que cite Roger, qui ont commencé à prendre cette distance, et ceci par le biais en particulier de l'apport d'une nouvelle manière de représenter le monde, que constitue la perspective géométrique, qui apparaît donc au XVe siècle dans sa forme normative qu'on utilise toujours aujourd'hui, qui apparaît au XVe siècle en Italie. À partir de ce moment-là, les images ont commencé à avoir en quelque sorte des arrière-plans dans lesquels le paysage a pu se loger. On a commencé à mettre l'environnement perceptible à distance, à le séparer de son observateur, et on a là une distanciation qui préfigure la distanciation objectivante du scientifique, qui, elle, donc, commencera vraiment à se mettre en place un peu plus tard. Et donc, il dit, finalement, c'est le même processus qui a donné naissance au paysage en tant qu'objet esthétique et à la science moderne. Autrement dit, la nature telle que représentée par les peintres, la nature telle que représentée par les savants, ont le même socle. Sauf que cette nature des savants, cette distanciation prise par les savants, elle aurait, elle, été en contradiction, elle s'est montrée en contradiction avec les expériences que fait l'homme au quotidien. On est incapable au quotidien d'appliquer en quelque sorte la distanciation objectivante. Nous avons affaire avec les accidents du monde, nous ne pouvons pas nous en distancier, et donc pour Berck, le paysage des peintres, justement, le paysage tout court, est devenu la dimension subjective, il dit phénoménale, la dimension subjective d'un rapport au monde qui est aussi celui des scientifiques, mais les scientifiques, eux, c'est la dimension objective de ce rapport au monde. Mais au fond, c'est le même rapport au monde. Simplement, c'est un partage qui s'est fait, le paysage allant du côté de la subjectivité, en quelque sorte, et la nature factuelle appartenant quant à elle, aux savants. Alors, on peut associer ça au scénario que propose un grand anthropologue d'aujourd'hui, qui est le successeur de Claude Lévi-Strauss au Collège de France, Philippe Descola. D'ailleurs, je vous invite, je crois que c'est toujours sur France Culture,
il a consacré à peu près au sujet dont je parle aujourd'hui 9 heures d'émissions sur France Culture qui sont toujours podcastables, je crois. Et c'est vraiment très passionnant. Et et Descola a pris des positions qui sont très très semblables à celles de Berck. Il attache beaucoup d'importance, Descola, à la question de la perspective artificielle. Je suis obligé d'aller vite, je ne vais pas en parler vraiment. Mais disons que le point commun avec Berck, c'est cette idée que, finalement, ce récit de l'émergence du paysage apparaît indissociable chez l'un comme chez l'autre de l'exaucement du paysage au niveau d'un critère anthropologiquement discriminant. C'est-à-dire, Berck a développé beaucoup ça, c'est-à-dire Berck dit il y a des sociétés à paysage et des sociétés sans paysage. Alors, les sociétés à paysage, c'est la Chine, c'est l'Europe, c'est l'époque moderne et contemporaine, ce n'est pas le Moyen-Âge dont il dit que c'est une société proto-paysagère, bon, peu importe. Descola l'a fait d'une autre manière dans son livre Par-delà nature et culture, où il associe le paysage à ce qu'il appelle une ontologie, c'est-à-dire une certaine façon, une certaine substance de la relation entre l'homme et la nature qui caractériserait l'Occident et lui seul. Et c'est précisément en Occident qu'on trouverait le paysage dans cette ontologie-là et pas dans d'autres. Et donc, il y a cette idée vraiment que le paysage est un critère discriminant au sens où il permet de faire le tri entre les grandes aires culturelles de la planète ou aussi entre les grandes aires, accent grave, culturelles à l'échelle historique. Voilà, alors, la conséquence de ce type de théorie, enfin une des conséquences en tout cas, c'est si vous voulez, de river le paysage à un socle ontologique, c'est-à-dire qui regarde l'essence des choses. Il serait dans l'essence de la culture occidentale d'être paysagère. Et donner au paysage ce rôle d'une vision du monde ontologiquement associée à la modernité occidentale n'invite pas vraiment à explorer l'hypothèse de l'implication du paysage dans les rapports de pouvoir existants au sein de ces sociétés, qui sont supposés a priori, si vous voulez, cosmologiquement homogènes. Et c'est en cela en particulier que les théories dominantes un petit peu du paysage du côté français ont été en contradiction totale ces dernières années avec celles qui dominent du côté de l'Angleterre et des États-Unis. Ou alors là, on trouve des façons de regarder le paysage. Ah pardon, j'avais mis les références. Bon, vous avez en particulier, pour rentrer dans les idées de Berck, les raisons du paysage, c'est le plus lisible de tous. J'ai mis par-delà Nature et Culture, qui est un grand bouquin de Philippe Descola, un peu moins facile d'accès, je dois dire. Et son livre aussi, qui est tiré de l'exposition La Fabrique des images, qui a eu lieu à Quai-Branly il y a quelques années, enfin il y a 2 ou 3 ans, qui développe cette question du paysage dans les images, entre autres. Voilà, donc je vais dire 2 mots, je ne sais pas où j'en suis au niveau du temps, là. Un quart d'heure, bon, ça va. Je vais dire 2 mots sur les théories, disons, anglo-américaines, justement. On est quand même très surpris, d'ailleurs, parce qu'on voit qu'en France, en particulier, on est resté tout à fait à l'écart du monde anglo-américain dans le domaine des théories paysagères. C'en est même assez consternant. Par exemple, moi, je vais beaucoup en Italie. En Italie, si on cite un grand bouquin sur le paysage, on cite en général le livre dont je vous parle maintenant tout de suite, là, qui est Social Formation and Symbolic Landscape, que vous avez là, de Cosgrove, traduit en italien depuis longtemps, traduit dans de multiples langues européennes, jamais en français, et qui est considéré quand même comme une espèce de monument de la pensée du paysage outre-Manche et outre-Atlantique. Un autre auteur est un peu mieux connu maintenant, c'est J.B. Jackson, qui a écrit ce livre qui s'appelle Discovering the Vernacular Landscape.
il vient d'être traduit, enfin il y a quelques années, 2003 je crois, traduit en français, son bouquin est de 1984 ou 83. Donc ce sont des auteurs qui vraiment sont complètement ignorés ici. Et c'est vrai que on se rend compte que du point de vue des orientations de la théorie paysagère, et même si ces auteurs-là, en particulier Cosgrove, n'échappent pas à la question du grand récit des origines, on est quand même dans des mondes de pensée qui sont assez diamétralement opposés. La théorie de Cosgrove est essentiellement d'inspiration marxiste et elle établit donc un lien entre l'émergence d'une vision et d'une représentation paysagère du monde environnant, la fin du féodalisme, le développement du capitalisme et l'ascension d'une classe sociale qui se représente à elle-même et donne à voir son propre pouvoir exercé sur l'espace à travers, enfin sous les traits, on pourrait dire, d'un paysage. Donc, autrement dit, pour Cosgrove, vraiment, le paysage et l'émergence du paysage en Occident est complètement liée à la manière propre à une classe émergente de concevoir la possession du sol et l'usage des ressources. Alors, Cosgrove s'est beaucoup intéressé justement à la Renaissance italienne. La Renaissance, pour lui aussi, c'est ce moment originel. Et Cosgrove a marqué un intérêt tout particulier pour la Vénétie de l'époque de Palladio, donc du XVIe siècle. En particulier dans cet ouvrage, donc Palladian Landscape, que vous avez là. Bon, je scotte quelques photos de Villa Palladienne ici. Cette région, c'est vrai, illustre d'une façon très spectaculaire ce qu'on pourrait appeler un empaysagement, une mise en paysage d'un vaste territoire, associé à un très fort mouvement de concentration foncière qui a assujetti aux élites vénitiennes, à la noblesse vénitienne, la paysannerie locale, et qui s'est traduit par une transformation très radicale du substrat physique, du substrat naturel lui-même de cette région, transformation orchestrée en vue de rentabiliser les capitaux investis par la noblesse marchande de Venise. Or, en prenant cet exemple, Cosgrove montre que la mise en scène du paysage, que proposent les villégiatures palladiennes en particulier, n'est pas réductible à la simple marque d'une prise de possession de l'espace qui se traduirait donc en une organisation, en sa réorganisation visuelle, mais qu'elle relève aussi de l'exaltation des signes d'un rapport non capitaliste à la terre, c'est-à-dire d'un rapport antérieur à l'émergence de cette classe capitaliste, justement. Et donc, cette exaltation des signes d'un rapport antérieur à la terre, elle se fait dans des décors jardiniers, picturaux, d'inspiration géorgique, bucolique, qui magnifient le rapport du paysan à la terre, à ce moment même où la valeur marchande de la terre est en train de prendre le pas sur sa valeur d'usage. Autrement dit, si vous voulez, pour Cosgrove, le paysage naîtrait de la volonté de compenser les bouleversements apportés par le capitalisme en réponse aux résistances que rencontre le nouveau rapport à la ressource et à l'espace que le capitalisme institue. Alors c'est très intéressant parce que pour Cosgrove, l'idée de paysage est une idée transitoire. Le paysage n'est qu'une forme transitoire du rapport à l'environnement qui a connu son grand moment pendant toute cette période où le capitalisme a eu besoin de cette compensation. Alors il a en particulier, il dit le paysage, à partir du moment où la stabilisation de l'hégémonie du capitalisme urbain, industriel et de la culture bourgeoise de la propriété est acquis, il dit le paysage perd dès lors sa force artistique et morale et devient un résidu de la production culturelle, considéré ou comme un élément de subjectivité purement individuelle, ou comme un mode d'étude académique scientifiquement défini, en particulier en géographie. Et il est lui-même géographe. Donc le paysage a perdu sa vitalité, ce n'est plus qu'une espèce de branche morte de la culture européenne au moment où il l'écrit.
Ça rappelle un petit peu ce que dit d'ailleurs J.B. Jackson, qui lui parle d'une succession d'états de la culture paysagère, avec ces idées de paysage politique, paysage vernaculaire. À partir de la Renaissance, a émergé un paysage politique, c'est-à-dire un paysage qui témoigne des ambitions d'un État, notamment, de rationaliser le territoire, d'y imposer sa marque à travers, en particulier, il pense au quadrillage géométrique des États-Unis, etc. Jackson dit, cet état-là du paysage, ça a succédé à un moment où le paysage était vernaculaire, c'est-à-dire que c'était un paysage vécu, un paysage travaillé, consommé, vécu. Ensuite est arrivé donc le paysage politique, et puis aujourd'hui, il dit, on est dans une époque du paysage néo-vernaculaire, où on reviendrait vers un rapport, en fait, au paysage qui serait antérieur au paysage moderne. Alors, je suis obligé de passer donc, sur le point suivant, mais ce n'était pas indispensable. Pour en arriver juste à... Ah, pardon, je crois qu'il y avait... Oui, voilà, c'est celui-là que je passe. Juste à une dernière théorie, pour parler un tout petit peu de celle-là, qui est très importante et qui aujourd'hui... une dernière théorie sur l'émergence du paysage, qui aujourd'hui a rencontré, je dirais, une audience assez extraordinaire dans les milieux du paysage européen, qui est la thèse défendue par ce géographe qui était d'abord plutôt un linguiste, philologue, et qui s'appelle Kenneth Olvik, qui enseigne en Suède. Et alors, lui a proposé au milieu des années 90, donc, c'est une espèce de théorie alternative sur l'émergence du paysage en Europe. Il part d'une observation de philologue, vraiment de linguiste. Et il observe que les mots qui désignent le paysage dans le nord de l'Europe, c'est-à-dire Landschaft en allemand, Landskap, désignent au Moyen-Âge, et pendant encore une partie de l'époque moderne, des communautés largement autonomes vis-à-vis des pouvoirs centraux, et qui correspondent à des territoires gouvernés en référence à un droit coutumier. Un droit coutumier qui intègre la spécificité des configurations du milieu physique local et qui garantit donc la justice dans l'accès de tous aux ressources. Les mots que l'on peut traduire par paysage, ces mots-là, désignent ce droit coutumier lui-même, mais aussi les représentants des Landschaften, de ces communautés, dans les assemblées. Et Olvik démontre donc que ce qu'il appelle lui-même la nature substantielle du paysage n'est pas à chercher, au moins pour ces régions-là, dans un processus d'esthétisation du pays perceptible ou dans sa mise en spectacle, mais qu'elle a trait précisément aux notions de communauté et de justice, et qu'elle renvoie en priorité aux pratiques sociales, si vous voulez, aux territoires vécus, habités, exploités. Ce qui change un peu la donne. Et l'autre élément du scénario que propose Olvik, c'est qu'il constate que c'est dans l'Angleterre absolutiste de la première moitié du XVIIe siècle, à l'époque se développe aussi la monarchie absolue en France, que se situe le moment d'un basculement du sens de Landschaft et l'apparition du mot landscape dans son sens moderne. On assiste à ce moment-là à une sorte de captation et à un détournement du concept de Landschaft par la monarchie de droit divin et absolutiste anglaise, qui commence à associer sa propre image à des vues paysagères, comme ici sur la page de garde du Léviathan de Hobbes, où on voit le monarque dominer le paysage anglais. Et ces images paysagères, elles sont aussi présentées dans le théâtre des masques, ce qu'on appelle le théâtre des masques dans l'Angleterre du XVIIe, qui met en scène le monarque lui-même dans son territoire. Le landscape, à partir de ce moment-là, ça devient le spectacle du pays amélioré par le roi. C'est-à-dire un territoire dont le roi fait fructifier les ressources et qu'il embellit. Et le landscape prend une valeur, à partir de ce moment-là, visuelle, spectatoriale, si vous voulez, qu'il n'avait pas auparavant. Alors,
plus tard, on retrouve cette même notion, la notion d'improvement, la notion d'amélioration, au cœur de la culture du pittoresque anglaise du XVIIIe siècle, au moment où naît le landscape gardening, où la noblesse anglaise démontre sa capacité à améliorer le pays, justement. Alors, voilà, du coup, ce grand récit d'Olvig, si vous voulez, bouleverse, en quelque sorte, les certitudes que l'on affichait naguère sur les origines renaissantes du paysage et sur le lien entre vision paysagère et modernité. Et, par exemple, il condamne sans appel les thèses d'Alain Roger, par exemple, les thèses de Gombrich lui-même. Hein. C'est-à-dire que ces thèses qui identifient l'émergence du sentiment du paysage à une sorte d'odyssée du sentiment esthétique. Il porte aussi une critique radicale de théories telles que celle d'Augustin Berg, pour qui l'existence du, je ne l'ai pas dit, mais pour qui l'existence du mot paysage est la condition absolue permettant de conclure à l'existence d'une relation paysagère des populations au milieu. Alors là, Olvig montre que le mot paysage, il a une histoire, qu'il a changé à travers le temps, etc. Et si vous voulez, je crois que vraiment on est dans une théorie qui légitime en fait une autre vision du paysage et qui tombe, j'allais dire, à merveille. C'est-à-dire que les grands textes d'Olvig, c'est 1987 le premier, puis il reçoit un bouquin en 2003. 2000, c'est la signature de la Convention européenne du paysage. La Convention européenne du paysage, signée à l'époque par 34 pays, maintenant je crois que c'est beaucoup plus, qui propose, qui dessine une sorte d'horizon des politiques publiques dans le domaine du paysage, qui, je dirais pas, tranche pas complètement avec ce qui s'est passé avant, mais qui propose quand même quelque chose de complètement nouveau, qui est de dire que la question du paysage dans l'action publique, c'est celle de la participation des populations au modelage de leur milieu de vie, de leur cadre de vie, c'est-à-dire qui renvoie, si vous voulez, largement aux acteurs du territoire, plutôt qu'aux spectateurs, la question de ce qui est souhaitable ou pas de faire en matière de paysage. Jusqu'alors, les politiques publiques avaient été fondées plutôt sur une idée très pittoresque, qui est l'idée que des spectateurs experts sont là pour dire ce qui a une valeur universelle ou une valeur tout simplement esthétique et ce qui doit être protégé ou pas. Avec la Convention européenne, les choses changent beaucoup et on a l'impression que, en tout cas, la question du paysage passe pour une part au moins du côté de l'acteur, du côté de celui qui vit là, de l'espace vécu, etc. Et que la parole est en quelque sorte ouverte par la Convention européenne et qu'il n'y a plus en quelque sorte des titulaires de la bonne perception du paysage, mais que tout le monde est capable de s'exprimer sur cette question-là et de donner son souhait. C'est assez évident de la convergence entre la théorie d'Olvig, de ce nouveau grand récit paysager, qui résonne vraiment comme une justification de cette nouvelle façon de faire. Alors c'est pourquoi, encore une fois, je crois que vraiment, on peut là aussi, comme à l'époque romantique, établir un lien entre ce qui est en train de se produire du point de vue peut-être en partie épistémologique, en partie du point de vue culturel d'une façon plus générale, et ces grands récits paysagers, peut-être au fond que ce qui est en train de se passer, on le voit bien à travers le récit d'Olvig, surtout quand on le confronte au récit immédiatement précédent, ceux de Roger, etc. Ce qui est en train de se passer, ce que montrent ces grands récits paysagers contemporains, c'est peut-être justement la crise de cette figure de l'observateur qu'on a vu émerger dans la première moitié du XIXe siècle. Quand on dit crise, ça ne veut pas forcément dire disqualification. Ça veut dire au contraire, ça veut dire certes péremption, mais en même temps réification, revitalisation de quelque chose. Avec Roger, par exemple, on avait une théorie qui nous revitalisait l'association du paysage à une catégorie experte d'observateurs, en l'occurrence l'artiste surtout, qui était là pour dire ce qu'est le beau paysage et ce qu'est une perception paysagère authentique. Avec Olvig, au contraire, on a vraiment un renversement de cette vision-là,
et une espèce de disqualification, justement, de cet expert compétent, de cette vision experte du paysage. Et le paysage étant renvoyé du côté du vécu, de celui qui est à l'intérieur plutôt que du côté de celui qui est à l'extérieur. Et on voit bien comment, à un même moment historique, se confrontent des théories qui mettent en débat cette question de l'expertise visuelle, en quelque sorte, sur l'environnement. C'est pourquoi je pense que cette question des grands récits paysagers et cette espèce d'acharnement qu'on a mis à les construire est assez significatif d'un mouvement très profond dans la culture du paysage européenne. La grande période des grands récits, première moitié du 19e, fin du 20e, début du 21e siècle, ces deux grandes périodes encadrent vraiment un moment qui a été celui du règne de ce que j'ai appelé l'observateur sur la culture du paysage européen. C'est peut-être donc le début du 19e siècle, peut-être le moment justement d'un point de départ, et peut-être qu'aujourd'hui on est à un point d'arrivée, à un moment de crise, justement, c'est pour ça que j'ai mis théoriser un paysage en crise, à un moment de crise où on n'est plus capable, on ne peut plus véritablement soutenir complètement une définition du paysage telle que l'ont proposé pendant très longtemps les grands récits paysagers depuis le milieu du 19e siècle, et où un autre paysage n'est pas encore véritablement né. Alors c'est pour ça que je vous disais en introduction que ça me servait de socle un peu tout ça, ces réflexions-là, à mes idées sur la médiation. Je n'ai pas le temps d'en parler, mais s'il y a des questions, je peux répondre. Mais c'est vrai que je pense vraiment qu'on est à un moment vraiment de basculement de cette notion de paysage. On le sent bien à travers ce qui est en train de se passer dans les théories contemporaines. Et surtout, dans un moment où il devient assez urgent d'inventer une alternative au paysage de l'observateur et à l'expertise paysagère telle qu'on l'a pensée pendant 2 siècles. Merci de votre attention.